Alors j'aimerais aujourd'hui qu'on aborde un nouveau sujet qui est tout à fait d'actualité en ce moment, c'est la belle saison est arrivée, avec pour titre l'homme involutif, prisonnier du temps. Donc comme on l'a évoqué, c'est la belle saison, les gens partent en vacances. On l'avait évoqué cette notion-là assez brièvement quand on parlait de la dimension travail, mais c'est vrai que quand on s'interroge sur la répartition du temps et sur le fait qu'on est prisonnier du temps pour l'homme involutif, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'homme va consacrer une énorme partie de sa vie, plus de 80 voire 90%, voire 99% de son temps au travail, et il va se réserver 1% de sorte de soupape, d'échappatoire pour ce qui est des vacances. Et c'est vrai que c'était intéressant d'interroger, justement à travers une vision multiditionnelle, d'avoir un peu ce regard sur l'homme et sur sa gestion du temps et comment il est prisonnier de cette vision un peu évolutive. Comme à l'accoutumée, avant qu'on commence cette vidéo, on vous rappelle que c'est vachement important pour la création de contenu en tant que tel, que vous puissiez liker, partager, mettre un like sur la vidéo. Ça aide au niveau du référencement et nous, ça nous encourage aussi à continuer tout simplement à faire ce contenu-là. Et c'est une chose assez simple à faire par rapport à ce qui est gratuit et présenté. Plus loin, c'est aussi important de vous procurer l'ouvrage de Charles, Genèse de l'homme nouveau. Voilà, c'est une manière aussi d'aller plus loin dans les différents sujets qu'on aborde au niveau des différentes vidéos. Et enfin, pour passer effectivement, on en parle souvent, à l'action, à la vérification du théorique au réel, du psychologique au réel, très important aussi de tout simplement prendre rendez-vous avec Charles et bénéficier de ces différentes consultations, parce que c'est là où vous allez vraiment être dans l'action, dans quelque chose qui est réel, et plus uniquement dans une sorte de consommation de contenu. Donc aimez, commentez, procurez-vous Genèse de l'homme nouveau, livre de Charles, et bien sûr faites des consultations, qui est un peu le passage obligé pour entrer dans l'action. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, Charles, c'est quelle est votre vision de cette répartition très connue justement du monde de l'être humain aujourd'hui en 2025, qui est celle de métro, boulot, dodo? Oui. L'homme évolutif, justement, quand je regarde, surtout à partir de ma perspective maintenant, mais ça a toujours été pas mal ma perspective, il est prisonnier justement du temps, dans le sens que il est prisonnier du métro, boulot, dodo. Hein? Et il est impuissant ou relativement impuissant à se libérer de ces automatismes, en fait. OK? Alors, il est habitué comme ça, c'est normal, on doit travailler, c'est évident, on doit être créatif, c'est évident, mais pas au dépend de notre santé, puis du fait que ça le fait vieillir prématurément. Voyons? Dans le sens que il est compressé continuellement dans le temps. Il travaille pour justement avoir un appartement, une maison, des autos, une auto ou des autos, etc., etc., etc. Alors, le problème, c'est que la plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Alors, ils sont prisonniers du temps parce que l'argent, c'est de l'énergie et du temps. Allez-vous? Alors, ils sont prisonniers de toute cette mécanique-là, à travers justement des automatismes, parce que justement, ils ignorent qu'ils sont automatisés à vivre de cette façon-là. Toute l'influence, si vous voulez, dans le monde, c'est du travail, boulot, métro, boulot, dodo. Alors, c'est continuellement, l'être humain évolutif est continuellement influencé, justement à cause de son lien avec le collectif, à croire que c'est normal de vivre comme ça, etc. Voyez-vous? Ça fait partie de l'anomalie psychologique. Voyez-vous? L'anomalie évolutive. L'être humain n'étant pas conscient des mécanismes qui l'englobent,
qui le dirige, qui le manipule, alors il ne sait pas. C'est normal. Il gagne un bon salaire, il s'achète une auto, autrement dit, il fonctionne à travers ses désirs, dans le sens qu'il s'achète une auto, une maison, bababi, bababa, et il vit au-dessus de ses moyens. Alors, il est obligé de bosser en conséquence, il ne peut pas se libérer, OK? Parce qu'il y a trop de dettes, trop de biens, finalement. Voyez-vous? Et il est prisonnier de tout ça. Voyez-vous? Alors, il est prisonnier de quoi, finalement? Principalement, il est prisonnier d'automatisme qui l'incite à vivre de cette façon-là. Alors, à l'école, par exemple, les enfants commencent à l'école très jeunes, même en maternelle. C'est toute la journée, 5 jours semaine, parce que maman travaille, etc. C'est encore pire aujourd'hui. À l'école, c'est de 8 heures à 4 heures. Voyez-vous? Alors, il est constamment programmé de cette façon-là. Ça devient normal. Je connais des adolescents qui ils travaillent, ils vont à l'école et ils travaillent en même temps. Ils n'ont presque pas de loisirs. Ils n'ont presque pas de temps libre, justement. Pourquoi? Parce qu'ils désirent certaines choses, ils désirent faire de l'argent, ça c'est évident, mais ils désirent des formes, ils désirent avoir une auto, ils désirent toutes sortes de choses comme ça. Alors, ils sont prisonniers de tout ça. Non seulement, mais le temps comprend tout ça finalement. Voyez-vous? Alors, ils sont prisonniers de toute cette influence-là dans leur vie. Et c'est ça qui les fait vieillir finalement, prématurément. Oui. Vous avez commencé effectivement en disant que l'homme vit au-dessus de ses moyens. Et en fait, c'est tout le système d'aujourd'hui, c'est le système de crédit. Vous achetez, enfin vous empruntez sur ce temps-là et à la fin on vous enferme. C'est Céline qui avait dit justement même la mort à crédit, où il en parlait dans son bouquin, où là on sentait qu'il y avait vraiment une détestation du crédit, parce qu'il se sentait lui-même terriblement prisonnier, il avait vu ses parents prisonniers, mais c'est un peu le système capitaliste ou néo-capitaliste dans lequel l'Occident majoritairement vit, ce système de crédit qui permet effectivement de s'acheter la voiture. Ouais. Et il y a une différence entre être endetté et utiliser la dette. Un acte le moindrement intelligent de la finance, etc., et il utilise la dette. Par exemple, il va emprunter pour investir, pour faire le double de ce qu'il, ou triple et quadruple de ce qu'il a emprunté. Voyez-vous? Ça, c'est intelligent. C'est une dette intelligente. Il peut la payer n'importe quand. Voyez-vous? Tandis que l'être psychologique qui justement, il n'est pas intelligent financièrement, si vous voulez, à ce moment-là, ben, il s'endette à travers ses désirs, à travers il veut épater la galerie, etc., etc. C'est son lien avec le collectif, finalement. Sa peur de moins bien paraître, etc. Sa peur du jugement des autres. Regarde, j'ai la Jaguar. Regarde, j'ai... Hein? Alors, il va s'endetter pour un instant de « Ah, on me regarde, je suis beau, je suis fin, puis je suis endetté. » Voyez-vous ce que je veux dire? Alors, il est continuellement assujetti à quoi, finalement? C'est pas l'argent comme tel, c'est pas les désirs comme tel. Il est assujetti à des automatismes à agir de cette façon-là. Il est programmé comme ça. C'est ça qu'il ignore. Quand même qu'il essaie de se libérer, de prendre conscience que, bon, ben, faut que je devienne plus intelligent financièrement, etc. C'est pas suffisant. Il va toujours avoir
l'influence collective, le regard des autres, le jugement des autres, etc., etc. Alors, fondamentalement, c'est sa conscience, ou la conscience involutive qu'il doit changer, si vous voulez, qu'il doit renouveler. Alors, tant qu'il ne prend pas conscience que ce sont de la mécanique qui le manipule de cette façon-là, il va tout, ça va empirer même. Voyons? Il est là le problème. C'est un problème de conscience inférieure. Est-ce que ce désir un peu insatiable comme ça justement de richesse, de démonstration, d'accumuler des richesses, fondamentalement c'est toujours lié à ce collectif auquel on veut appartenir, qu'on veut impressionner, qu'on veut... Oui, d'une certaine façon, et non d'un autre. Ça ne veut pas dire qu'on accumule de la richesse, qu'on est assujetti aux autres. Voyez-vous? Une personne évoluée, une personne qui est libre de la programmation, qui s'est créé une autre programmation, il va accumuler, ou il va être intelligent financièrement, il va accumuler de la richesse, de toutes sortes, pas seulement de l'argent. Voyez-vous? C'est au niveau relationnel, etc., créatif, etc., il s'enrichit continuellement. Tandis que l'homme involutif, il s'appauvrit continuellement. Voyez-vous? Même quand il a des milliards, il s'appauvrit continuellement. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que sa conscience l'amène à s'appauvrir. Autrement dit, il n'y a pas une conscience qui le fait s'enrichir de toutes sortes dans toutes sortes de choses. Voyez-vous? Incluant les finances, etc. C'est évident. Il y a une conscience qui l'amène à perdre tout le temps ou à agir de façon non intelligente. Pourquoi? Parce qu'il est programmé de cette façon-là et il ne peut pas se libérer de ces programmes-là ou de ces automatismes-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience. Il n'est pas en métaconscience de la réalité psychique qui le manipule. Autrement dit, il n'est pas éveillé à la réalité du système dans lequel il vit. Alors, il s'appauvrit continuellement. Même s'il a des milliards, il va s'appauvrir d'une autre façon. Il va s'enrichir de milliards, il va s'appauvrir d'une autre façon. Il va appauvrir sa santé, il va appauvrir son intelligence, etc., etc. Il va devenir abruti à travers sa richesse, justement. Voyez-vous, là? Ça va l'abrutir plutôt que d'autres choses. C'est pas la richesse le problème. C'est pas qu'il a des milliards le problème. C'est qu'il n'est pas suffisamment dans son intelligence. Autrement dit, il n'est pas suffisamment éveillé à la réalité systémique. Il est assujetti à une conscience involutive qui le manipule à travers des programmes, des automatismes qui ne sont pas ajustés à la réalité systémique. Il est là le problème. L'être humain ne pourra jamais régler ses problèmes sans passer par d'une conscience inférieure à une conscience supérieure. Jamais. Impossible. Impossible. Tant qu'il est prisonnier, je parle en général, là, tant que l'homme est prisonnier d'une conscience évolutive, il va s'auto-détruire. Continuellement. Au lieu de s'enrichir, justement. Alors, on peut s'enrichir de bien des façons.
On peut enrichir notre environnement. On s'enrichit. On bénéficie de notre environnement. Regardez les Japonais, par exemple. Okay? Regardez l'environnement qu'ils se créent. Je parle à la campagne, etc. Ils sont maniaques, là, mais regardez comment ils vont raffiner leur environnement comparé à d'autres cultures. Ça en est un enrichissement. Ils vont s'appauvrir d'une autre façon, mais ça, c'est une qualité, si vous voulez, qu'ils ont, d'enrichissement. Vous pouvez avoir des milliards, mais si votre environnement est pauvre, et pas raffiné, la richesse, c'est tout ça, c'est le raffinement de votre environnement. Que ce soit à votre maison, à l'intérieur de la maison, à l'extérieur, etc., etc. Que ce soit des biens matériels ou des relations, même chose. Raffiner les relations, pas se faire chier par les relations. Voyez-vous? Alors, dans le sens que si quand vous êtes avec des personnes, par exemple, qui détruisent ou qui essaient de détruire, qui essaient d'imposer leur programme sur vous, c'est fatigant d'avoir des relations comme ça, parce qu'il est lié émotivement aux autres. Alors, il se fait influencer comme ça. Il se fait influencer de la conscience inférieure des autres, par exemple. Et c'est là où c'est important effectivement d'apporter une nuance par rapport à cette dimension richesse. Il ne faut pas aller non plus vers l'ascétisme ou ce côté un peu, on a déjà parlé, ce côté un peu ermite qui refuse justement toutes les richesses, parce que on entend ça beaucoup de fois, enfin surtout dans la spiritualité, en gros on va voir tout signe de richesse comme quelque chose de limite diabolique pour reprendre certains termes. Mais de l'autre côté, justement, en prenant votre exemple de la personne qui est milliardaire et qui s'appauvrit à côté, elle, dans son mécanisme, dans sa vision, on va dire que c'est le prix du succès. C'est souvent un mot qui revient très souvent. Ils se disent, c'est le prix du succès. Ah bah, tout le monde me déteste, autour de moi, j'ai que des gens qui veulent avoir ma place, et ils considèrent que cette espèce d'instance de prédation, c'est normal à partir d'un certain niveau. Ils sont un peu coincés aussi dans leur... ils sont automatisés, si vous voulez, ils se sont automatisés à acquérir de la richesse financière. Mais ils sont prisonniers de ça. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent à travers une conscience inférieure, inconsciente de la réalité. Alors ils se font englober par ça. C'est comme une drogue. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui est éveillée à la réalité systémique, il peut s'enrichir, il peut devenir milliardaire, mais il ne sera pas assujetti à cet argent-là ou ces finances. Voyez-vous? Il va créer avec ça. Faut que ça rapporte. Voyez-vous? Autre chose que seulement le gain financier. Voyez-vous ce que je veux dire? Dans le sens d'utiliser créativement cet avoir-là. On revient à la dette. Voyez-vous? Oui. Une personne inconsciente, la plupart en général, vont s'endetter, dans le sens que ils font pas, au lieu de faire un gain avec leur endettement, et ils s'enlisent encore plus. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui est éveillée, le moindrement, elle va utiliser la dette au lieu d'être utilisée par la dette. Elle va emprunter à un pourcentage, par exemple, 5% pour faire du 20% ou plus. Pour utiliser cet avoir-là, pour faire du 20%, c'est déjà bien. Ou plus, même, s'il sait comment faire. Voyez-vous? Et utiliser par la suite cet avoir-là,
comme j'ai expliqué tout à l'heure, de façon créative. Ouais, ouais. C'est différent. Une personne qui est éveillée s'enrichit continuellement. Pas mal, hein? Il n'est pas intéressé à autre chose. On ne parle pas de la finance, là, seulement. Là. On parle de tout, toutes les formes. Il est porté à s'enrichir tout le temps, dans ses relations, etc. Voyez-vous? Dans son environnement, etc., etc. C'est ça qui le rend créatif. C'est sa créativité émane de ce besoin-là. Voyez-vous? Ce besoin de s'enrichir de son environnement. Enrichir son environnement, il échange avec. Voyez-vous? Il est comme... ici, qu'il est connecté forcément à cet environnement-là, donc il ne peut pas se dire d'un côté je m'enrichis, je m'en fous de l'environnement à côté. C'est ce qu'on voit aussi des géants de l'industrie. Enfin, ils se disent, après moi le déluge, donc moi je vais m'enrichir. Ouais, la planète, c'est pas grave, on verra ça demain. Ça, c'est l'appât du gain, mais voilà. Ils vont perdre à la fin. Ils vont perdre quelque chose. Voyez-vous? Ils perdent au niveau de leur conscience, ils perdent au niveau de leur environnement. C'est évident. C'est à long terme. Bon, OK, on donne un coup sur la kékane, là, puis un peu plus loin, là, puis that's it. T'sais? On remet ça à l'autre génération. T'sais? Coup de pied sur la kékane. Ping! C'est ça que les politiciens font. Il y a une inconscience totale. Si on parle effectivement des politiciens et on mentionnait l'individu qui s'endette de manière inintelligente et qui va même prendre d'autres crédits pour pouvoir rembourser la dette qu'il n'a pas été en mesure de rembourser. Mais quelque part, c'est aussi ce que fait nos États. Il devient prisonnier de tout ça, là. Mais nos États le font aussi. Donc, il vend son temps. Tu sais, pour revenir au temps, il est prisonnier de son temps. Autrement dit, il faut qu'il travaille encore plus pour payer la dette. Hein? C'est la seule façon qu'il a de transiger avec ça. Puis ça le fait mourir à petit feu, ça le fait vieillir, c'est évident, là, stress, etc. Ça le met en vibration constante. Puis après ça, il se demande pourquoi il n'est pas bien dans sa peau. Il se promène en grosse auto, grosse maison, etc. Puis il n'est pas bien dans sa peau. Pourquoi il est endetté jusqu'ici, là? Alors, même une personne qui ne vit pas ça nécessairement est endettée. Dans le sens, on parlait du travail tout à l'heure. Si tu travailles 90% du temps, c'est trop. C'est beaucoup trop. Pourquoi? Il n'y a pas le choix. Parce qu'il n'est pas assez créatif pour, justement, se créer une job, dans le sens de se créer un travail ou, comment je dirais ça, là, se créer des conditions pour ne pas travailler 90% du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Plus il devient conscient de tout ça, plus il va essayer de, justement, de diminuer ce temps-là. Hein? Au lieu de 90%, va être 50%, 60%. Voyons. Et là, il va bénéficier de la vie, là. Il va avoir le temps de faire son jardin, faire ci, faire ça, s'enrichir, justement. Sans ça, il n'y a pas le temps. Il est obligé d'engager quelqu'un pour puis travailler pour le payer. Ça finit. Mais c'est ça le truc. C'est ça. Et puis même, on va dire visuellement, pas faire des bêtises, est mal vu quelqu'un qui est oisif. Parce qu'en fait, on a cette espèce d'archétype
de l'individu un peu homo economicus qui fait que travailler, qui va travailler des heures et des heures et des heures. Et c'est vraiment un rôle modèle pour énormément de personnes. De se dire, voilà, je suis comme dans le loup de Wall Street, on va au travail tout le temps, on fait la fête. Mais c'est vrai que cette dimension de temps libre n'apparaît pas du tout comme quelque chose à atteindre pour un cerveau, en fin de compte, qui a été alimenté par la société. C'est comment la personne gère son temps, justement. Si la personne est oisive tout le temps, trop, elle perd son temps. Voyez-vous? Alors, une personne qui veut récupérer sa liberté ou son temps, si vous voulez, il le récupère à travers la création comme je disais, d'un travail. Il se crée un environnement pour justement ne pas travailler 90% du temps. Voyez-vous ce que je veux dire? Fait que il faut qu'il soit créatif pour faire ça. Premièrement, il faut qu'il ait conscience de ce qui se passe. Il faut qu'il ait conscience qu'il est manipulé par des automatismes, etc., etc. Voyez-vous? Par une programmation. Il faut qu'il prenne conscience qu'il est inconscient de tout ça, puis en prenne conscience éventuellement. On ne peut pas s'en sortir sans passer d'une conscience à une autre. On peut essayer, les gens peuvent essayer de faire ça, prendre les idées, puis essayer, mais sans passer par le développement d'une capacité d'observation de cette réalité-là, de la réalité systémique. Oubliez ça. C'est un recommencement continuel. Voyez-vous? Même si une personne essaie justement de diminuer, elle va devenir, comme vous l'expliquez, elle va s'isoler dans la forêt, puis c'est la seule solution qu'ils ont. Ou elle va arrêter de travailler complètement, des choses comme ça. Voyez-vous? C'est un manque de créativité, là. Mais c'est non seulement un manque de créativité, mais c'est un manque de conscience. Les gens spirituels, c'est ça qu'ils font. Ils arrêtent de travailler, bon, ouais. Hein? Ils se retrouvent dans des situations économiques pas très intéressantes. Il faut bâtir, investir et bâtir notre liberté. Elle se bâtit. Mais il faut savoir comment la bâtir. Il faut avoir les instruments, si vous voulez, de conscience pour la bâtir. Sans ça, il manque toujours quelque chose. Il va toujours manquer quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont justement prisonniers de ce métro, boulot, dodo, et qu'on leur parle de ce caractère un peu créatif. Ils disent, ah ben non, mais moi je ne suis pas du tout créatif. Mon boulot, c'est mon gagne-pain. Alors ma question, c'est que, est-ce que tout le monde peut être créatif, conditionné par le fait d'évoluer? Oui, s'il change de conscience, une personne involutive, par exemple, ou psychologique, qui fonctionne psychologiquement, elle peut être créative. La plupart du temps, elle est plus évoluée. OK? Parce que la partie créative, c'est une partie qui donne une certaine liberté, ou qui est à la recherche d'une certaine liberté. Au moins, il y a ça. Voyez-vous? Tandis qu'une personne qui se laisse englober par le métro, boulot, dodo, puis bon, puis il n'est pas, je ne suis pas créatif, etc., ben, il reste prisonnier de tout ça. Voyez-vous? Mais seulement la recherche créative, c'est pas suffisant. Voyez-vous? La personne va se rendre compte que c'est pas facile à atteindre ça. Voyez-vous? Donc, ça prend un changement de conscience qui va lui permettre justement de créer des conditions, éventuellement, pour se libérer. Voyez-vous? Sans ça, il va toujours rester prisonnier de ça. C'est normal. Voyez-vous? Il ne s'agit pas de lâcher tout d'une shot, là.
Il s'agit tout simplement de bâtir, premièrement, bâtir une conscience supérieure à l'ancienne, et par la suite, ben, tout va se placer. Voyez-vous? La personne n'aurait même pas besoin d'y penser, ça va se faire tout seul. Elle va s'ajuster plus facilement. Avoir son discernement va être différent, etc., etc., etc. Oui, c'est rentrer dans un processus qui permet effectivement au fur et à mesure de créer les conditions de sa libération. Parce que c'est vrai qu'on a commencé en disant qu'ils sont prisonniers du temps, métro, boulot, dodo, mais le prisonnier, il sait qu'il est dans une prison. Là, en l'occurrence, c'est comme on mentionnait, une personne... Ouais, je dirais qu'il sent la prison. Oui. Il se sent limité. Oui. Il tient les barreaux, puis il ne peut pas aller plus loin. C'est ça, c'est ça. Mais c'est lui-même, c'est ses automatismes, c'est son inconscience qui crée les barreaux, la limite. Voyez-vous? Ils sont pas qu'ils sont bien là-dedans, mais ils sont influencés ou facilement influençables à accepter tout ça comme normal. Ouais, mais tout le monde est dans la prison. Genre. Alors, c'est normal. OK. Voyez-vous? Parlez à des prisonniers dans une prison, vous allez voir. Ah, ils sont bien, mais parce que tout le monde est prisonnier, ils ne sont pas seuls. Voyez-vous? Alors, ils sont supportés par des autres prisonniers. Ils se créent un monde. C'est un peu la même chose. Le monde des prisonniers. Ça? Pour faire tourner la machine commerciale, gouvernementale, sociétale, etc. De même que ça marche. Tout le monde accepte, c'est comme ça que ça marche, ça fonctionne. Mais avec on a déjà parlé de ce qui s'en vient, l'intelligence artificielle, les robots, etc. Vous allez voir que beaucoup de monde vont perdre leur job, là. Voyez-vous? Que tout d'un coup, ben, ils vont essayer de chercher un autre travail. Mais il va y avoir de moins en moins de travail à cause justement de l'intelligence artificielle et des robots. Il y a des manufactures d'auto en Chine qui sont complètement robotisées. Ça travaille 24 sur 24, 365 jours par année. Plein de robots. Je ne sais pas combien il y en a, peut-être 1000. Ils fabriquent des autos. Ils sont programmés comme ça. Pop, 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 pop. That's it. Il y a beaucoup d'individus qui travaillaient dans le domaine, mais ils ne travaillent plus dans le domaine, ou ils travaillent à une autre place. Mais il va y avoir de moins en moins de travail du genre, surtout manuel. Est-ce que justement cette révolution IA et les gains de productivité que ça va engendrer, est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait péter ce système un peu de métro boulot dodo? Est-ce que ça n'a pas forcé l'individu à se réinventer quelque part? Oui, mais non, ça c'est des chocs de réalisation, c'est des chocs à cette conscience inférieure pour justement passer à une autre conscience. L'être humain ne pourra jamais passer à autre chose sans passer par cette conscience de la réalité systémique. On revient tout le temps à ça. Là. Les gens croient, parce qu'ils fonctionnent de façon psychologique, que bon, ouais, ça va. Non, ça ne change rien. Là. Voyez-vous? Ça crée du désarroi plutôt que d'autres choses. Les gens vont se demander, ben, qu'est-ce que je veux faire? Voyez-vous? Regardez les gens qui tombent à la retraite. La plupart ne savent pas quoi faire.
Ils meurent une couple d'années après. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont habitués à automatiser leur boulot, puis métro, boulot de dos encore. Puis là, ils arrivent à 65 ans ou plus, là, puis that's it. Et ils ne savent plus quoi faire. Ils se laissent mourir. Puis ils ne savent pas. Ils ne font plus rien. Ils ne savent pas quoi faire. Allô? Ils ne font même pas d'exercice, etc. Ils ne sont pas habitués à faire ça. Ou à 65 ans, ah bon, il faut que je fasse de l'exercice, là. Ouais. Hein? Ils vont faire un peu de bicycle, whatever, puis ils vont lâcher pas longtemps après parce que c'est trop. C'est trop physiquement, etc. Ils ne sont pas habitués. Hein? Ils vont s'acheter tout le kit pour vestimentaire pour faire de la bicyclette, puis ils vont lâcher un mois après ou 2 mois après. C'est la constance qui fait la différence. Mais pour avoir la constance, il faut réaliser certaines choses. Alors, oui. Non, parce qu'effectivement, c'est pas en s'y mettant du jour au lendemain que d'un coup on va devenir sportif et que tout va aller bien, quoi. Mais les gens pensent comme ça. Parce qu'ils ignorent comment ils sont formatés. On est formaté à travers des automatismes, des programmes, de la mémoire, etc. On fonctionne de cette façon-là. Qu'on soit psychologique ou systémique ou plus évolué, ça n'a pas d'importance. On fonctionne tout le temps à travers des automatismes. La seule différence, c'est que lorsqu'on est éveillé à cette réalité-là, on l'utilise au lieu d'être utilisé. Alors, dans le fond, l'être humain, il est utilisé par le système comme un animal. Mais il en souffre plus qu'un animal parce qu'il a une capacité mentale, intellectuelle, qui le fait souffrir finalement, qui l'incite à s'ajuster finalement. La souffrance, ça sert à ça. Parce qu'il n'est pas éveillé à la réalité mécanique, vibratoire du système. Autrement dit, l'être humain, c'est un automate biologique. Puis il ne sait pas. Il a à peine à prendre conscience que son corps est parfaitement automatisé. Imaginez. Hein? Il n'a même pas conscience de ça. Là. Mais psychiquement, l'être humain est parfaitement automatisé. En ça, il ne pourrait pas fonctionner comme il fonctionne. Le problème, c'est qu'il est dans l'ignorance de ces automatismes-là. C'est ça de l'inconscience. Alors, tant qu'un être humain ne s'éveille pas à cette réalité-là, c'est très difficile de changer quoi que ce soit. Il peut être dans l'illusion de changer quelque chose parce qu'il passe d'une forme à une autre. Mais il ne peut rien changer, réellement, parce qu'il est assujetti aux automatismes, aux programmes. Il les ignore. Il n'en a pas conscience. Parce qu'en fait, la majorité vont accepter et concevoir les automatismes, les limites biologiques, ça les réflexes, des choses comme ça, autre choses nerveuses, mais ils ne vont pas pouvoir concevoir les automatismes aussi de la pensée. Encore une fois, on en parle à chaque fois. Mais les automatismes psychiques, c'est pour ça que j'appelle ça la psychogénétique. Il y a une génétique psychique, comme il y a une génétique biologique. Pour que se crée la génétique biologique, ça doit passer par une génétique psychique. Autrement dit, une répétition constante. C'est ça qui a fait évoluer toutes les espèces.
On n'est pas passé d'un être unicellulaire à ce qu'on est comme ça. Là. Il y a une accumulation. Ouais, bon? Donc, il se passe des choses dans la vie d'un être unicellulaire pour qu'il devienne multicellulaire, etc. Ouais, bon? Alors, lorsqu'il se passe ces choses-là, à ce moment-là, ça fait partie de l'expérience, ça s'accumule, ça s'enregistre automatiquement. Et ça donne l'être humain actuel et les espèces en général. Voyez-vous? Mais ça prend des expériences. Les expériences ne sont pas matérielles. L'information des expériences n'est pas matérielle. Donc, c'est psychique. Ça s'enregistre de cette façon-là. Et lorsque c'est suffisamment enregistré, à ce moment-là, ça se cristallise dans la génétique biologique. La génétique biologique, c'est la cristallisation de cette mémoire-là. Tout ce que c'est. Ouais, bon. C'est évident. Ça ne vient pas de nulle part. Là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui se passe qui fait évoluer les espèces. Alors, s'il y a une répétition dans le temps, constante, ça s'enregistre, ça se cristallise psychiquement, donc ça va se cristalliser biologiquement, dans la génétique. Dans l'information génétique. C'est de l'information encore. Et cet enregistrement justement d'informations, cet enregistrement d'expériences, on pourrait se poser la question, où est-ce que ça s'enregistre en fait globalement? C'est pas important où ça s'enregistre. On peut s'imaginer n'importe quoi, mais ça s'enregistre. Ça, c'est évident. Alors, ça s'enregistre une information ou de l'information de cet acabit-là, si vous voulez, ça prend pas beaucoup d'espace. Alors, c'est pas matériel comme tel. On pourrait dire que ça s'enregistre entre les atomes. Il y a plus d'espace entre les atomes que d'atomes dans l'univers. On pourrait s'imaginer que ça s'enregistre là. Mais ça s'enregistre. Alors, on s'en fout où ça s'enregistre. C'est de l'information. Sans l'information, il n'y a rien qui peut évoluer. Sans l'accumulation de l'information, il n'y a rien qui peut évoluer. Il y a certains scientifiques en physique qui sont arrivés à cette conclusion-là. Voyez-vous? De l'information qui s'enregistre. Mais sans cet enregistrement-là, comment expliquer les lois de la physique, etc.? Voyez-vous? Ça s'enregistre quelque part, il y a quelque chose qui fait que une feuille, par exemple, ou des fleurs, ils ont une certaine proportion. Ça pousse à un certain moment. C'est programmé pour pousser, justement. Quand il y a du soleil, il y a de la chaleur, il y a de l'eau, là, ça pousse. Donc, c'est programmé pour pousser dans ces conditions-là. Voyez-vous? Alors, dans le temps, même le végétal va s'améliorer, si vous voulez. Dans le sens, il va se protéger de certaines bébites, voyez-vous ce que je veux dire? Et vice-versa. C'est comme ça que ça... C'est toute l'information dans le sens d'action. Dans la matière. Alors l'action dans la matière s'enregistre dans cette dimension vibratoire. C'est comme ça que ça évolue. Ça s'adapte
à l'environnement, si c'est en mesure de s'adapter. Si c'est pas en mesure de s'adapter, ben, ça devient, ça s'éteint comme espèce, ou, que ce soit végétal ou biologique. Qu'est-ce qui explique justement la capacité d'une espèce à s'adapter et l'autre non, du coup? C'est une meilleure enregistrement? Une espèce est plus évoluée que l'autre. A plus d'expérience. Elle a pu s'accumuler, du coup. Ouais. C'est la même chose pour l'être humain. Il y a des êtres humains qui sont plus évolués que d'autres. Point final. Qui ont plus d'expérience. Alors, ils sont plus aptes à se libérer que d'autres. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde a la possibilité de passer d'une conscience évolutive à une conscience supérieure. Mais il y en a qui c'est plus facile pour eux. Parce qu'ils sont plus évolués. Ils ont plus d'expérience. La lignée dont ils viennent a plus d'expérience. C'est pour ça que l'individu a plus d'expérience. Question d'influence des générations passées. Voyez-vous? Encore là, l'accumulation de l'information. Ça ne vient pas de nulle part, là. Pourquoi une personne est plus évoluée qu'un autre? Voyez-vous? Plus évolué, pour moi, ça veut dire plus apte à passer d'une conscience à l'autre. Moins de résistance de passer d'une conscience à l'autre. Du fait que s'aligner à plus accumuler, tout comme une espèce, tout comme n'importe quel organisme, quelque part. Ouais. C'est la même chose pour lorsqu'une personne s'éveille, il doit avoir l'accumulation d'expérience d'éveil. Autrement dit, qu'est-ce que c'est une expérience ou de l'expérience d'éveil? C'est l'expérience d'observation métaconsciente de la réalité du système. Dans le sens de la réalité des mécanismes automatisés, etc., de la programmation, comment ça marche, mais à travers une observation métaconsciente, autrement dit, une méta-observation de la réalité psychique, si vous voulez, de ce qui se passe dans leur vie. Autrement dit, être en mesure d'observer la réalité des mécanismes qui les manipulent, ce qui les fait souffrir. À ce moment-là, ben, ils peuvent, le seul fait qu'ils sont en observation des mécanismes qui les font souffrir, ben, le mécanisme, il s'effondre. Autrement dit, lorsqu'il y a conscience, à ce moment-là, d'un individu, des mécanismes qui le maintiennent dans une conscience évolutive, à ce moment-là, ben, ces mécanismes-là ne peuvent plus fonctionner comme ils fonctionnaient lorsque l'individu était inconscient. La conscience a un effet. Voyez-vous? Dans le sens que l'observation, la méta-observation, si vous voulez, a un effet. Ça a l'effet de neutraliser l'automatisme, éventuellement. Autrement dit, la programmation qui fait souffrir l'individu ou qui maintient l'individu dans une conscience inférieure. C'est la seule façon qu'il a de se libérer d'une conscience inférieure ou d'une conscience qui le fait souffrir, finalement. On revient au métro, boulot, dodo. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, la seule façon de se libérer de ça, c'est à travers de passer d'une conscience inférieure à une conscience supérieure. Au fur et à mesure que l'individu va commencer à vivre d'une conscience supérieure le moindrement, là,
il va souffrir encore plus du métro boulot de dos et il va commencer à poser des gestes, poser poser des gestes pour se libérer de ça. Donc, il va investir dans quelque chose pour se libérer de tout ça. Sans savoir si ça va marcher ou pas. Alors, il n'y a pas le choix d'investir. S'il essaie de savoir d'avance ce qui va se passer, ça c'est de l'anticipation, c'est psychologique. Alors, il ne peut pas savoir ce qui va se passer, il peut seulement investir pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et s'ajuster. Donc, s'adapter. On revient à l'adaptation, on revient à la survie. Alors, mais plus il prend conscience des mécanismes, plus il peut s'adapter, plus il peut se créer un environnement, un environnement de travail, si vous voulez, qui lui donne, qui le rend pas prisonnier, premièrement, à 90%. Voyez-vous? Même il ne sentira pas, il va se sentir de moins en moins prisonnier de son travail. Ça va devenir une façon de vivre, une façon d'être. Voyez-vous? Différent. Parce qu'il va être très créatif là-dedans, de plus en plus. Et on en revient encore une fois justement à tout ça pour que ça puisse justement se réaliser. Parce que comme vous le mentionnez, c'est l'action. Il y a toujours ce même immobiliste qui paralyse à métro, boulot, dodo, que si on était emporté par un courant de programme. Et qu'il y a un moment, il faut... Ce qui paralyse l'individu, c'est la conscience qui l'englobe. Autrement dit, la conscience involutive paralyse l'individu. Les automatismes paralysent l'individu. Parce qu'ils sont bâtis pour le paralyser. C'est des agents paralysateurs. Voyons. Il doit prendre conscience de tout ça. Sans ça, cette mécanique-là, sans ça, il ne peut pas se libérer. Il peut croire qu'il peut penser qu'il peut se libérer, mais il ne pourra jamais se libérer. On ne se libère pas psychologiquement ou intellectuellement. Il faut qu'il passe à l'action. De commencer à se libérer de cette conscience-là à travers des mouvements, des démarches en conséquence. Est-ce que quelque part, du coup, essayer de planifier, vous savez, dans le monde de l'entreprise, même d'ailleurs dans d'autres domaines, on parle souvent de stratégie, de grands plans sur la comète, est-ce que ça a du sens quelque part de vouloir tout s'imaginer d'un point de vue théorique, alors que quelque part c'est l'action qui va... Oui, mais avant l'action, il faut qu'il y ait la volonté. Bon? Puis la volonté, il faut qu'il y ait une idée de ce qu'il fait. Une petite idée. Mais l'être qui fonctionne de façon psychologique, il va avoir une grosse idée. De là, l'anticipation, etc. Il veut tout anticiper. Il veut être sûr qu'il va réussir avant d'investir. Et là, le problème. Tandis qu'une personne qui est le moindrement éveillée, elle a un certain plan, mais il va s'élaborer au fur et à mesure. Il va se raffiner au fur et à mesure de son action. C'est plus réel. Vous faites un mouvement dans une direction et c'est pas parfait. Donc, vous l'ajustez. Là, vous en allez dans une direction un peu différente. Puis là, hop, vous l'ajustez encore.
Ça fait partie de la planification. Un être qui est éveillé, il sait ça d'avant. Il sait que ça ne sera pas parfait en partant. Il va avoir une idée de ça, mais dans la direction qu'il veut prendre, la meilleure direction qu'il croit prendre, qu'il prend, mais il sait que ce ne sera pas parfait. Donc il s'ajuste, puis il s'ajuste, puis il s'ajuste, puis il s'ajuste. Jusqu'à temps que ça se perfectionne. Voyez-vous? Il est là le plan. Quelle que soit la forme. Donc le plan, c'est quelque part, effectivement, y aller et rester ouvert, être en état d'observation pour voir un peu comment le terrain nous fait des retours. Ouais. Et être en test and learn permanent, quoi. C'est ça. Ouais. Oui. C'est le feedback. C'est le réel qui nous renvoie. Ouais. Ça rejoint la théorie de la cybernétique. Hein? Dans le sens que il y a la communication avec ce qui se passe. Il y a un feedback qui communique. Il y a un mouvement. Voyez-vous? Ça génère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un plan, dans le sens que, bon, OK, il y a une idée de ce que... Mais il ne reste pas dans cette idée-là pendant longtemps. Là. Il passe à l'action, fait une petite action, un petit mouvement, puis là, le premier mouvement enchaîne le deuxième, etc., etc. La volonté de vivre de cette façon-là provient de son intelligence des mécanismes. Sans intelligence des mécanismes, tu sais, la volonté n'est pas forte, là. Voyez-vous? C'est effectivement ma prochaine question. Vous avez mentionné que d'abord il faut une volonté, mais quand c'était d'où vient justement la volonté de l'individu de faire un mouvement, de lancer quelque chose? D'où ça vient? C'est cette volonté de sortir de... Ouais, c'est plutôt la volonté de se libérer de la condition préalable. Alors, s'il souffre de la condition préalable, à ce moment-là, il veut s'en sortir, il a la volonté. Mais le premier pas, ça prend toujours la volonté. Il ne peut pas savoir d'avance. Il peut, il peut pas être dans l'intelligence au départ. Voyez-vous? Ce qui crée la volonté, c'est la souffrance. S'il est suffisamment évolué. Après, oui, là, il va savoir où aller, ou comment fonctionner dans tout ça. Là, pour maintenir une constance. Voyez-vous? Donc, par la suite, ça prend l'intelligence du système. Plus on est dans l'intelligence du système, plus on a de volonté. Mais ce n'est pas une volonté forcée, c'est une volonté très facile. Ça vient avec... ça se fait tout seul, autrement dit. Voyez-vous? C'est pour ça que je dis que ça prend... Un individu doit être dans l'intelligence pour avoir la volonté de faire quelque chose. Il faut qu'il ait une idée, il faut qu'il sache, il faut qu'il ait une conscience de la réalité. Ça donne beaucoup de drive, si vous voulez. Sans ça, il n'y a pas de drive. Il n'y a pas de... Oui, parce qu'on se rend compte qu'on veut faire des projets créatifs, qu'on veut faire de l'entrepreneuriat ou créer tout un type de collectif, on voit que c'est assez rare de trouver des gens qui ont en fin de compte le même drive, et on se retrouve parfois à devoir tout porter, tout faire tout seul pour finalement, entre guillemets, s'en sortir, mais on voit bien que ça s'étouffe parfois chez... C'est ça. Quand je parle de drive, je ne parle pas de désir de faire quelque chose nécessairement. Voyez-vous? Le drive, c'est la volonté. Il a la volonté parce qu'il est dans l'intelligence. Voyez-vous? Autrement dit, être intelligent de la mécanique, ça vous donne la volonté de l'utiliser. Vous n'avez pas le choix. Ça se fait tout seul. C'est ça le drive.
C'est pas le même drive qu'au niveau psychologique. Au niveau psychologique, c'est le désir, puis le convoiter quelque chose, etc. Pas la même chose. Je voulais dire que de base, il y a une volonté de mouvement, pas forcément pour aller chercher quelque chose de spécifique. Ouais, ouais. Être dans l'intelligence du système, savoir comment ça fonctionne, ça nous porte. La volonté vient de nous faire. Ça nous fait porter à expérimenter. Comme un scientifique dans un laboratoire, il expérimente. Ça nous incite à expérimenter la chose, pour découvrir la chose. Comment ça fonctionne. Pour voir, pour confirmer comment ça fonctionne. À ce moment-là, ben, au fur et à mesure de l'action, on reçoit de l'information. Autrement dit, on peut voir, comment je dirais ça? Ouais, on reçoit de l'information. Dans le sens qu'on explore la réalité systémique à ce moment-là. Voyez-vous? Recevoir de l'information, je ne parle pas dans le sens de, comme un radio, là. Dans le sens qu'on peut voir, on peut observer la mécanique qui est plus subtile. Alors, plus on observe la mécanique du système de façon de plus en plus subtile de cette façon-là, à ce moment-là, on utilise encore plus, on évolue dans ça. C'est créatif. C'est ça le drive. Ça, c'est le mouvement lui-même va être initié par un drive de base par défaut. Et le mouvement lui-même peut être porteur d'informations, de découvertes, d'accumulation. Oui, parce que vous passez à l'action. Au fur et à mesure que vous passez à l'action, vous confirmez la chose, puis là, il se rajoute quelque chose, vous voyez encore plus. C'est comme, c'est un peu comme vouloir monter une montagne. Monter la montagne, vous avez une certaine perspective si vous regardez à l'envers, là, dans votre dos. Mais rendu au bout de la montagne, vous observez tout l'horizon. Pour une grande partie, beaucoup plus grande de l'horizon. C'est un peu la même chose. Au fur et à mesure que vous passez à l'action, vous observez encore plus les subtilités de ce que de la direction où vous allez, de la forme que ça prend, etc. Dans ce sens-là qu'on explore. C'est difficile à définir dans des mots. Il faut vivre l'expérience pour le savoir. Là. Moi, je donne un aperçu. Là. En tout cas, on sent qu'il y a une traction. Il y a comme une sorte d'appel, justement. Oui, il y a une attraction, oui. C'est ça. Oui, ouais. C'est ça, la vie. On est en vie quand on vit ça. On se sent plus en vie, créativement, à cause de ça. Donc, à ce moment-là, on s'adapte de plus en plus parfaitement à la vie et au système. C'est ça, évoluer. C'est s'adapter au système dans lequel on vit. L'être humain actuel n'est pas adapté suffisamment au système. Il ne connaît pas. Il l'explore au niveau de la science physique, mais il l'a très peu exploré au niveau de la science psychique. C'est pour ça qu'il est prisonnier du temps.
heure.